Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la MHTV qui va aujourd'hui traiter du commerce international. Donc il faut savoir que le commerce de biens et de services entre les différents pays s'est véritablement développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l'apparition de nombreuses innovations qui ont permis de faire baisser le coût du commerce entre les pays. Je vais en citer deux. Le container. Vous savez, cette grande boîte métallique dont on met plein de marchandises qui permet de passer facilement d'un porte-container à un train de fret, ensuite à un semi-remorque. Donc tout ça, ça a fait baisser le coût des échanges, de même que l'apparition du numérique et d'Internet qui a vraiment fait diminuer le coût des échanges entre les pays. On a également l'apparition d'accords de libre-échange pour faire baisser les tarifs douaniers des marchandises entre les pays. On a notamment le GATT, le General Agreement on Tariff and Trade, en 1947, qui s'est renommé en OMC, Organisation mondiale du commerce, lors des accords de Marrakech en 1995. Donc tout ça, ces nombreux pays qui ont intégré l'OMC ont décidé de baisser leurs droits de douane, ce qui a facilité le commerce entre les pays. Donc la question fondamentale du chapitre, c'est comment expliquer ce commerce entre les différents pays. Dans un premier temps, nous allons voir le commerce entre les pays différents. Les pays différents, ce sont les pays qui ont un niveau de développement différent, par exemple la France et le Bangladesh. Donc ici, le programme nous invite à traiter de ce qu'on appelle les dotations factorielles et technologiques qui vont conférer ou non un avantage comparatif aux différents pays. Donc il faut savoir que chaque pays va disposer d'une dotation factorielle plus ou moins en abondance. Donc c'est quoi une dotation factorielle? Tout simplement, c'est le volume du facteur travail, la main-d'œuvre, qualifiée ou peu qualifiée, et du facteur capital, les machines, que dispose un pays. On peut également rajouter ici ce qu'on va appeler les ressources naturelles. Par exemple, le Canada dispose de nombreuses ressources naturelles, du bois. Donc le Canada aura un avantage comparatif dans l'exportation de bois parce que comme il y en a du bois en abondance, ça lui coûtera moins cher, tout simplement. Donc plus vous avez une dotation factorielle, un facteur en abondance, moins il sera cher et donc vous disposerez d'un avantage comparatif sur les autres pays. Si on va prendre l'exemple du Bangladesh, ce pays dispose d'un facteur travail peu qualifié en abondance. Il a donc tout intérêt à se spécialiser dans la production de biens qui nécessitent du facteur travail peu qualifié. Par exemple, la fabrication de t-shirts. A l'inverse, les pays plus développés, France, États-Unis, Allemagne, disposent d'un facteur capital en abondance et également d'un facteur travail qualifié en abondance. Ils ont donc tout intérêt à se spécialiser dans la production de biens qui nécessitent du facteur travail qualifié en abondance et du facteur capital en abondance. Les biens de haute technologie, par exemple. Et ces pays qui se spécialisent ensuite auront tout intérêt à commercer et à échanger avec d'autres pays les biens qu'ils ne produisent pas. On peut donc ici expliquer le commerce de voitures, de biens de haute technologie de la France vers les pays d'Asie et ensuite l'importation de biens comme des t-shirts du Bangladesh vers la France. Donc là, c'est une première raison du commerce entre pays différents, les dotations factorielles. On a également les dotations technologiques. Donc les dotations technologiques, tout simplement, ça va être le volume du capital humain, c'est-à-dire le niveau diplôme de la population, mais également le volume du capital technologique, c'est-à-dire le volume de brevets déposés, qui vont conférer un avantage comparatif à un pays plutôt qu'à un autre. Ici, on va prendre l'exemple de la Suisse. La Suisse dispose de peu de ressources naturelles. Elle a un pays qui est assez petit en superficie, mais la Suisse dispose d'un avantage comparatif dans les dotations technologiques parce que la population, la main-d'œuvre suisse est très développée, très qualifiée. Elle dispose de nombreuses machines de haute technologie, ce qui lui confère un avantage comparatif dans la production de montres, par exemple, de la technologie minutieuse. Et de même, le Japon dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée, dispose de nombreuses machines, dépose de nombreux brevets et le Japon a une dotation technologique très importante dans tous les biens de haute technologie comme les smartphones, les voitures, etc. Ainsi, pour conclure, chaque pays va se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il a les facteurs en abondance parce que ça lui coûtera moins cher et il va ensuite échanger avec d'autres pays ce qu'il ne produit pas. C'est donc l'explication du commerce entre pays différents.
Cependant, on s'est rendu compte que depuis plusieurs décennies, la majorité du commerce entre les pays provient de biens similaires entre pays similaires. C'est ce qu'on va appeler le commerce intra-branche. Par exemple, la France et l'Allemagne vont échanger de nombreuses voitures. Ainsi, dans cette seconde partie, on va se demander les raisons du commerce entre les pays similaires. Les pays comparables, c'est les pays qui ont une dotation technologique et factorielle à peu près comparable. Donc ici, le programme nous invite à nous pencher sur les 3 raisons du commerce entre pays similaires. Tout d'abord, ça va être la différenciation horizontale, ensuite la différenciation verticale, la qualité, et enfin la fragmentation de la chaîne de valeur. Donc tout d'abord, la différenciation horizontale, il faut savoir que la demande que les consommateurs en France et en Allemagne souhaitent des biens variés. Ils ne veulent pas avoir qu'un seul choix de voiture, ils veulent avoir plusieurs choix de voitures, plusieurs couleurs différentes, plusieurs marques différentes, par exemple une Renault Mégane avec une Volkswagen Sirocco. C'est 2 marques différentes et donc les entreprises vont vouloir répondre à cette demande de variété des consommateurs en produisant des voitures et en les vendant dans les différents pays comparables. Fiat va produire des voitures en Italie, va ensuite les vendre dans les différents pays comparables. Comme ça, un consommateur français aura le choix entre une Fiat, une BMW, une Mercedes, une Renault, des couleurs différentes, des designs différents, des voitures différentes tout simplement. C'est pour répondre aux besoins de variété du consommateur. Et on a également dans un même temps, les entreprises, elles sont en concurrence entre elles. BMW, Mercedes, Renault, Peugeot sont en concurrence entre elles. Donc elles vont essayer de se différencier des autres en produisant des voitures qui vont avoir des designs différents, des caractéristiques différentes. Tout ça pour vendre le plus de voitures possible et également maximiser leurs profits. Donc la première raison, ça va être la différenciation horizontale qui va expliquer le commerce entre pays similaires. Par exemple, la France va exporter vers l'Italie du comté ou du camembert. À l'inverse, l'Italie va exporter en France du Parmigiano Reggiano par exemple. On a une autre raison du commerce entre pays similaires, ça va être ici la différenciation verticale, le commerce de qualité. Pareil, pour répondre aux besoins du consommateur d'avoir des produits plus ou moins chers, plus ou moins qualitatifs, les entreprises tout simplement vont se spécialiser dans des biens plus ou moins chers, plus ou moins qualitatifs. C'est pour cela que par exemple la France va exporter des Renault vers l'Italie, qui va elle-même exporter vers la France des Lamborghini ou des Ferrari. Tout ça pour répondre aux besoins du consommateur d'avoir des produits différenciés verticalement et horizontalement. Ou encore un autre exemple, vous savez, si vous êtes consommateur, peut-être que vous avez envie d'avoir plusieurs choix de canapés. Donc vous aurez un choix de canapé Ikea, à côté un canapé Roche-Beaubois. Dans tous les cas, c'est un canapé, le prix n'est pas le même, la qualité supposée ou réelle n'est pas la même. Et donc le bonheur, la satisfaction, le bien-être du consommateur est maximisé. On a également une autre raison du commerce entre pays similaires, ça va être ici la fragmentation de la chaîne de valeur. Vous savez, les pays vont échanger des biens qu'on appelle intermédiaires, des pièces détachées entre différents pays en profitant des avantages comparatifs de chaque pays pour ensuite assembler le bien final dans un autre pays. On a ici l'exemple de l'Airbus, vous savez, qui est assemblé à Hambourg et à Toulouse, mais les pièces de l'Airbus A330 ou A350 proviennent de tous les pays d'Europe selon leurs avantages comparatifs. Et ce commerce de biens intermédiaires entre pays comparables, c'est l'une des raisons du commerce entre pays similaires. Donc dans une seconde partie, on va étudier la compétitivité d'un pays et d'une entreprise et comment l'augmenter. Alors, la définition la plus simple possible qui existe, la compétitivité pour un pays, ça va être sa capacité à exporter. Plus un pays exporte, plus il est compétitif. Aujourd'hui, on se rend compte que les pays d'Europe occidentale, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, mais également l'Allemagne, sont de moins en moins compétitifs parce que leur part de marché mondiale dans les exportations ne fait que baisser. À l'inverse, la Chine est en train de devenir plus compétitive parce que ses parts de marché augmentent. Et donc, comment est-ce qu'un pays peut devenir plus compétitif? Tout simplement en ayant des entreprises, des firmes qui sont elles-mêmes plus compétitives. La compétitivité pour une firme dépend de sa capacité à faire face à la concurrence, notamment internationale, et également à grignoter, à gagner des parts de marché.
Donc une firme est plus compétitive quand elle est également plus productive. Il faut savoir que les firmes qui s'engagent à l'exportation, ça va être les firmes les plus productives. En effet, quand vous voulez vendre des biens ou des services à l'étranger, ça va engendrer des coûts supplémentaires. Il faut embaucher des salariés bilingues, il faut payer des normes sanitaires et techniques pour que ces produits répondent aux normes des pays. Donc, c'est les entreprises les plus productives qui s'engagent à l'exportation. Donc comment est-ce qu'une firme peut grignoter des parts de marché et être de plus en plus compétitive? Eh bien ici, on va jouer sur deux leviers, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité prix pour une firme, tout simplement, c'est sa capacité à vendre des biens ou des services moins chers que ses concurrents. Tout simplement. Elle va mettre en place différentes stratégies qu'on va évoquer juste après, notamment les délocalisations. Mais ici, si vous vendez le même produit que votre concurrent moins cher, vous êtes compétitif. Donc vous allez vendre plus. On peut également mettre en place des stratégies de compétitivité hors prix. Donc là, ça va être vendre un produit indépendamment de son prix. C'est-à-dire qu'on va peut-être le vendre un peu plus cher, mais parce que sa qualité réelle ou supposée est supérieure. On va vraiment ici axer sur le marketing, sur le SAV, le service après-vente. On va estimer que ce produit, il a un design différent, il est plus qualitatif et donc on va pouvoir mettre un prix un peu plus élevé. Comme sa réputation est très bonne, on sait qu'on va le vendre davantage. C'est ici, rappelez-vous, tous les exemples qu'on avait pu évoquer, la fameuse qualité allemande, la Deutsche Qualität. Les firmes allemandes jouent énormément sur cette compétitivité hors prix pour vendre leurs produits parce qu'ils savent que la réputation des biens allemands est extrêmement importante, donc ils ne vont pas avoir de mal à vendre des BMW, des Mercedes, elles sont très réputées, elles vont donc être vendues un peu plus cher. Mais également ici, pour qu'une entreprise soit de plus en plus compétitive et de plus en plus productive, elle va mettre en place ce qu'on appelle l'internationalisation de la chaîne de valeur et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Alors l'internationalisation de la chaîne de valeur, ça peut être une expression assez compliquée, mais globalement, ce n'est pas très compliqué. Il se trouve que toutes les étapes en amont du processus productif, ça va être la R&D, la recherche-développement, qui nécessite de nombreux ingénieurs. Ces étapes-là vont être faites dans les pays développés qui disposent d'une forte dotation factorielle en travail qualifié, notamment la Silicon Valley. Toutes les étapes de l'assemblage qui rapportent peu de valeur ajoutée, nécessitent uniquement une main-d'œuvre peu qualifiée, facteur de travail peu qualifié, ça va être fait dans les pays d'Asie de l'Est, notamment Vietnam, Bangladesh, Chine, etc. Et enfin, notamment la vente, mais également le service après-vente, la publicité, le marketing, ça va également être fait dans les pays très développés, New York, Paris, Londres, etc. Donc cette chaîne de valeur ici, de l'amont du processus productif à l'aval du processus productif, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation de la chaîne de valeur. En résumé, les entreprises vont délocaliser leur système d'assemblage dans les pays à bas coût, pour profiter des coûts de fabrication les moins chers possibles. Comme dans ces pays d'Asie de l'Est, la main-d'œuvre est peu chère, ça va permettre de réduire les coûts de production à ces entreprises, tout simplement. Pour réduire les coûts, une entreprise peut mettre en place différentes stratégies. Elle peut faire ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire faire appel à un sous-traitant, donc une entreprise qui va faire pour nous ce qu'on lui demande pour réduire les coûts de production. Mais on peut également utiliser ce qu'on appelle la délocalisation. On va faire l'assemblage dans les pays à bas coût, ce que fait notamment massivement Apple et globalement toutes les firmes multinationales. Dans cette dernière partie maintenant, on va étudier les conséquences du commerce international et notamment les conséquences du libre-échange. Il faut savoir que le libre-échange a plusieurs aspects positifs. Le premier, la baisse des prix. Quand les entreprises vont délocaliser une partie de leur production à l'étranger pour faire baisser les coûts de fabrication, elles peuvent répercuter cette baisse des coûts de fabrication dans le prix final proposé aux consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on a eu de nombreux appareils technologiques, les télévisions, les micro-ondes, les chaînes Hi-Fi, qui ont vraiment vu leur prix divisé par 3, 4 ou 5 depuis les années 1970 en raison de ces délocalisations. Mais également, vous savez, quand on a plusieurs entreprises qui se font la concurrence entre elles, elles vont proposer le bien le moins cher possible. Ça, c'est ce qu'on avait vu en première dans le chapitre sur la concurrence. Et bien exactement la même chose dans le commerce international. Si vous avez plusieurs entreprises internationales, Samsung, Huawei ou encore Apple, qui se font la concurrence entre elles, elles vont
vouloir proposer le prix le plus bas possible parce qu'elles ont un faible pouvoir de marché. Il y a tellement d'entreprises en concurrence qui proposent le même produit qu'elles vont devoir baisser leur prix ou également innover. Apple ou Samsung vont faire la guerre à l'innovation pour proposer la dernière innovation qui va être la plus-value dans le nouveau téléphone. Donc la hausse de l'innovation, la baisse des prix, mais également la hausse de la variété. Vous avez plusieurs entreprises qui se font concurrence. Elles vont proposer des biens similaires mais différenciés, hausse de la variété des produits. Mais ici, le programme nous invite vraiment à nous concentrer sur la baisse des prix des produits permis par la mondialisation. On a également un autre aspect positif, ça va être la baisse des inégalités entre les pays. Effectivement, il y a quelques dizaines d'années, de nombreux pays, la Chine par exemple, ou le Bangladesh ou le Vietnam, étaient totalement exclus du commerce entre les différents pays. C'est des pays très pauvres. Mais notamment depuis 2001 et l'adhésion de la Chine à l'OMC, la Chine a commencé à produire de nombreux biens et services. Les entreprises ont délocalisé dans les pays à bas coût leur assemblage. Ça a permis de donner du travail à de nombreux ouvriers et ouvrières. Cela a permis de sortir de la pauvreté, d'avoir un salaire, ensuite de eux-mêmes consommer des biens et des services. Et tout cela a engendré un cercle vertueux d'une classe moyenne émergente dans les pays émergents, dans les pays d'Asie de l'Est notamment ou d'Amérique latine. Et donc ça a permis un rattrapage économique des pays émergents vers les pays développés. Donc la baisse des inégalités entre les pays est un autre aspect positif du commerce international. Il y a quand même quelques aspects négatifs. Le principal, ça va être la hausse des inégalités au sein des pays. Pourquoi? Les entreprises ont délocalisé une partie de leur production dans les pays à bas coût. Ça a donc fait augmenter le chômage. Dans les pays développés, les ouvriers n'ont plus d'emploi car ils ont vu leur emploi délocalisé en Europe de l'Est ou en Asie de l'Est. Et donc, ils sont mis au chômage, diminution de leur salaire. Et donc ici, ce qu'on va appeler la polarisation des emplois. Parce que d'un côté, on va avoir les emplois industriels, manufacturiers qui vont être de moins en moins demandés. Donc le salaire des ouvriers va baisser. Mais de l'autre côté, les personnes, les ingénieurs, ceux qui disposent de compétences rares et recherchées, ils vont être très demandés par les entreprises internationales et donc vont voir leur salaire augmenter. Donc salaire qui augmente chez les ingénieurs, salaire qui baisse chez les ouvriers, ça crée une dichotomie, une polarisation des emplois. Je rappelle les principaux aspects du libre-échange. Aspect positif, baisse des prix, baisse des inégalités entre les pays. Aspect négatif, hausse des inégalités au sein des pays. Et ainsi, c'est pour ça qu'on peut se demander dans cette dernière partie, faut-il oui ou non favoriser le libre-échange contre le protectionnisme? Le protectionnisme, ça va être des politiques mises en place par les différents États pour protéger leur économie, leur industrie face à la concurrence étrangère. Ça peut être mis en place sous forme de barrières tarifaires ou non tarifaires. Les barrières tarifaires, ça va être tout simplement les droits de douane. On peut également utiliser des barrières non tarifaires, ça va être des normes techniques, des normes sanitaires, des normes écologiques ou d'hygiène pour tout simplement empêcher par exemple les poulets lavés au chlore aux États-Unis d'arriver en France. C'est une forme de protectionnisme déguisé. Globalement, les avantages du protectionnisme, ça va être les défauts, les limites du libre-échange. Grâce au protectionnisme mis en place par les différents États, on peut préserver l'industrie des pays et donc permettre de retarder les délocalisations vers les pays à bas coût. Également, le protectionnisme a plusieurs effets, a plusieurs raisons d'être. L'une des premières raisons, ça va être l'émergence, ce qu'on appelle des industries naissantes. Donc là, c'était théorisé par Friedrich List, qui est un économiste allemand. Lui, il estimait que les jeunes entreprises des jeunes nations n'avaient pas encore les reins assez solides pour être mises en concurrence face à des entreprises internationales qui savent produire et pour pas cher. Donc forcément, ces jeunes entreprises des jeunes nations se seraient fait totalement démonter par les entreprises anciennes qui savent comment s'y prendre. Donc Friedrich List propose à ces jeunes nations un protectionnisme éducateur pour que ces jeunes entreprises puissent se développer dans le pays à l'abri de la concurrence et ensuite, une fois que les entreprises sont devenues assez solides, elles pourraient entrer dans la concurrence internationale.
On a également d'autres raisons du protectionnisme. Ça va être ici ce qu'on appelle les politiques commerciales stratégiques pour éviter que des fleurons industriels nationaux quittent notre pays rachetés par un ancien concurrent ou rachetés par un autre pays. Et donc cela pourrait diminuer notre souveraineté. Si on prend l'exemple, il y a 10 ans, du fleuron industriel français Alstom qui produisait les turbines nucléaires de nos réacteurs nucléaires français, donc qui était ici la souveraineté industrielle électrique française, s'est fait racheter par le concurrent américain General Electric. Ça avait ici posé un grand problème de souveraineté et également un problème politique parce que General Electric voulait tout simplement racheter un concurrent pour l'éliminer. On a ici un exemple encore plus récent. Il y a quelques semaines, l'ancien président américain Joe Biden s'est opposé au rachat de US Steel par Nippon Steel, c'est-à-dire au rachat d'une entreprise américaine de métal, fleuron de l'industrie américaine, par son concurrent japonais, ici pour des buts de souveraineté et de politique commerciale stratégique. Cependant, le protectionnisme a quand même des effets négatifs, notamment la hausse des prix. Si vous avez très peu d'entreprises sur un marché, ces entreprises sont en situation d'oligopole, voire même de monopole. Elles ont un pouvoir de marché, donc elles vont augmenter leur prix au détriment du consommateur. Et également, s'il y a moins de concurrence, il y aura probablement moins d'innovation, donc les biens proposés seront plus chers et moins innovants. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1980 au Brésil, où le Brésil a mis en place une politique protectionniste pour protéger les ordinateurs du pays face à la concurrence, notamment japonaise et américaine. Mais 10 ans plus tard, on s'est rendu compte que les ordinateurs brésiliens étaient beaucoup moins innovants et beaucoup plus chers que leurs équivalents américains et japonais parce qu'il n'y avait pas eu cette concurrence qui incite les entreprises à toujours proposer le bien le plus innovant possible et également le moins cher possible. J'espère que cette longue vidéo, mais également long chapitre, vous a plu, vous avez tout compris. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas tout compris. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les mutations du travail. Allez, salut!